première surprise. Petite question pour vous. J'aimerais savoir votre secret de réussite. C'est quoi? Aujourd'hui, là, vous allez tout nous dire. Parce que nous, quand on suit Amobé, on se dit franchement quoi. Mais j'ai beaucoup à apprendre. Mais bon. Vous savez, moi je pense qu'il n'y a pas de règle, que vraiment tous autant que vous êtes, là je vous regarde tous dans les yeux, la jeunesse ivoirienne, vous avez tous la possibilité de réussir vos rêves les plus fous, d'assouvir vos dessins les plus incroyables. Moi j'ai eu beaucoup de chance, j'ai surtout pris beaucoup, la plupart de mes amis sont des gens qui ont tous plus de 60 ans, 70 ans. Il faut lire, il faut s'intéresser à tout, pas être forcément un spécialiste de quelque chose, mais un généraliste capable de réagir sur beaucoup de choses. Mais je crois que la clé, c'est l'étonnement, c'est l'envie de découvrir, d'apprendre et d'avancer, de côtoyer des gens extraordinaires. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je pense que c'est la chance, en fait. J'ai eu beaucoup de bénédictions dans la vie. Ça demande beaucoup de travail aussi. Oui, mais quand c'est pas un travail, parce qu'il y a travail et travail, quand c'est vraiment, c'est une passion, j'imagine que quand vous venez ici, vous faites un travail parce qu'il faut être professionnel, mais c'est aussi une passion parce que vous venez rencontrer des gens. Tout à fait. Et donc, il n'y a pas de règle, c'est le concours des circonstances de l'existence. Et ensuite, effectivement, il faut quand même avoir une certaine vision, il faut travailler. Je pense qu'il faut être humble, ça ne sert à rien de se la raconter parce qu'on va tous mourir un jour. Je pense aussi que quand on essaie d'avoir le cœur pur et de faire des choses et de les redistribuer, je pense que peut-être il y a une manne des ancêtres qui nous renvoie des vibrations positives. Donc c'est peut-être pour ça qu'on avance petit à petit. Et quand je vous dis la famille Dja, à quoi vous pensez? La famille Dja Vous savez, moi, je suis très peu admiratif il y a très peu de gens qui m'impressionnent. J'ai un monsieur qui s'appelle Medondo, par exemple, qui est la voix française d'Eddie Murphy, qui est l'un des plus grands cinéastes, c'est une source principale d'inspiration. J'ai rencontré cette famille extraordinaire, la famille Dja. Ils ont renoncé à tout, ils étaient dans la matérialité à Paris, et ils sont rentrés dans la spiritualité pour aller aider les autres. Je pense que l'Afrique, c'est notre continent, c'est le continent de tous les possibles. Il n'y a pas de raison que tout le monde n'ait pas accès à l'eau, l'éducation, la santé. On peut le faire, et voilà des exemples, des modèles, des gens qui ont nourri la conscience de Bob Marley, qui ont connu les Mick Jagger et qui sont restés dans l'humilité. Vous voyez, là, ils ont créé Awida, parce que le président Kérékou leur a donné une parcelle de territorialité. Eh bien, un orphelinat où ils recueillent des enfants de toutes les nations. On s'en fout des tribus. Guéré, Baoulé, Bété, Ani, Djoula, on est tous pareils. Pareil, quoi. Merci beaucoup. En tout cas, on vous apprécie pour tout ce que vous faites pour l'Afrique. Vous êtes une belle image, vous êtes un très bon représentant de l'Afrique en France. Eh bien, pour cela, on a décidé de vous offrir un cadeau. Ah ben là, c'est un cadeau que vous allez adorer. Bon, voilà. Vous pouvez retrouver ça. Je vais vous envoyer le lien. Hein. Vous avez reconnu. Hein, c'est une triste nouvelle pour nous, panafricains. Un frère, trois choses hein, pour donner mon point de vue sur la disparition de Amobé Mévégué, Alain. Je ne le connaissais pas spécialement, mais on s'est rencontrés déjà. Il est extraordinaire. Et il meurt à combien? 53 ans? Très très jeune aujourd'hui, en 2021, vous en conviendrez. Donc aujourd'hui, nous sommes le 9 septembre 2021. Voilà, je me présente Djoubian sur le net, c'est mon surnom. Panafricain convaincu, très convaincu. Voilà, et justement, je rends hommage à ce frère qui vient de partir très très tôt, qui est doué de sa génération. Voyez-vous, très rapidement, là, il était invité à l'émission, hein, je crois que ça date de 2015, à Abidjan, avec Caroline Da Silva, une des présentatives vedettes là-bas en Côte d'Ivoire. Bon, au fond, Mévégué, la première fois qu'on s'est vu, on s'est rencontrés comme ça en direct, hein, enfin on parlait lui et moi tête à tête, il était venu voilà, sur mon lieu de travail, et puis à l'époque il avait produit, je crois, un groupe de jeunes Africains qui faisaient du gospel, voilà. Il avait produit cet album-là, ça remonte, je crois, dans les années 2009, 2010, 2011, quelque chose comme ça, voilà, si ma mémoire est bonne. Et donc, on a échangé, lui et moi, et puis, bon, il était question, lui, il parlait de pouvoir mettre ça plus en avant. Voilà, les albums étaient vendus, mais il y a un rythme normal. Et donc, on avait discuté, c'était la première rencontre que j'ai eue avec lui. Et puis, la rencontre suivante, bon, là, on s'était vu comme ça avec tout le monde, hein, c'était l'hommage rendu au New Morning. Au New Morning, c'est une salle de concert à Paris, hein, très connue. Et donc, évidemment, lui était dans les présentateurs et tout ça, puis on s'est vu parce que c'est trop petit, hein, c'était tout petit le New Morning, donc on a vite fait de se repérer, de se retrouver. Et c'était pour rendre hommage à Papa Wemba, quand Papa Wemba était décédé, rappelez-vous. Voilà, donc c'était la deuxième. Maintenant, la troisième chose que je voulais dire par rapport au frère Alain Mévégué, c'est que, en fait,
Rappelez-vous, quand le président ghanéen était venu en visite officielle à Paris, il avait été reçu par Macron, et puis Macron avait profité, comme d'habitude, pour brouiller les pistes, pour endormir les gens. Et c'est ainsi que je dis, aujourd'hui, la réflexion que nous devons avoir, chers frères et sœurs, panafricains et non panafricains, mais en tous les cas, tous les frères de la diaspora, la réflexion que nous devons avoir, c'est les rapports que la France veut entretenir avec l'Afrique et les Africains, surtout au XXIe siècle. C'est ça. Pourquoi je dis ça? C'est que à cette occasion, rappelez-vous, j'avais même fait une vidéo à l'époque parce que j'avais dénoncé le fait qu'il se soit, quand je dis il se soit, c'est au pluriel, là-bas à l'Élysée, soit disant que le président ghanéen voulait rencontrer la jeunesse africaine, n'importe quoi. Vous comprenez? Donc toujours dans l'embrouille. Et moi, je ne supporte pas l'embrouille. J'aime les choses claires. On peut ne pas être d'accord, mais quand c'est clair, je respecte. Voilà la différence. Alors ceux qui cherchent à m'embrouiller, les Français sont champions du monde, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je parle en connaissance de cause, compte tenu de mon expérience de vie ici. Vous comprenez? Donc, je me rappelle l'intervention qu'il a eue, parce qu'il avait eu le micro à l'époque à l'Élysée, le frère Mévégué, et il avait dénoncé le fait que rien n'avance réellement. Il a comparé évidemment le monde anglo-saxon et puis le monde français en disant que, voilà. D'ailleurs, il dit qu'il est très admiratif. Il a dit encore même à l'émission Da Silva, enfin, c'est midi sur la RTI, qu'il est admiratif de celui qui faisait la voix de Eddie Murphy en France, qui venait de décéder entre-temps. Voyez-vous? Et donc, il avait dénoncé le fait que sa mort était dans une espèce de silence comme ça, alors que c'est un grand artiste. Voilà, il avait regretté ça et il l'avait dit. Et puis, deuxième chose qu'il avait dit aussi, il avait dit que lui-même, par sa propre expérience, ça faisait plusieurs décennies qu'il a, comment dire, organisé sa vie et il a formé des gens, voilà, beaucoup de gens, il les a formés par rapport à son expérience, par rapport à son savoir-faire. Et malgré tout, il n'y avait pas le retour qu'il devrait avoir. Or, si on était dans le monde anglo-saxon, évidemment que quelqu'un comme lui, compte tenu de son expérience, compte tenu de sa culture, il est très cultivé, Mévégué. Enfin, il était. Maintenant, vous voyez, on a du mal toujours quand quelqu'un disparaît comme ça, très brutalement, voilà, d'imaginer qu'il ne sera plus là. C'est incroyable. C'est incroyable. Moi, je tenais à lui rendre hommage également. J'ai été informé, en fait, par mon frère, j'allais dire, panafricain, guadeloupéen, très bienveillant. C'est lui qui m'a permis, je vous dis, de revenir sur les réseaux sociaux, parce que quand YouTube a fermé mon compte, voilà, j'essayais de vouloir faire une espèce de stand-by pour réfléchir. Et il m'a dit non, il faut que tu reviennes parce que tu es très sollicité là. Les gens, ils te suivent et ils aiment beaucoup tes analyses. Donc, il a tout mis en œuvre. Hein. C'est grâce à lui. Moi, j'aime toujours rendre hommage, enfin, en tout cas, rendre à César ce qui appartient à César. Là, en l'occurrence, rendre aux frères, là, grâce à qui je suis de retour, aussi bien Twitter, aussi bien Facebook et tout ça. Voilà. Parce que moi, à la limite, voilà, c'est des choses que je ne suis pas toujours à l'aise. Voilà, donc Alain Mévégué à Mobé, il nous a quittés très tôt et c'est très douloureux parce que il avait beaucoup de choses à apporter. Il a créé Ubu News et tout ça, enfin plein de trucs. Et puis, moi, ce qui me réjouissait, c'était qu'on partageait finalement la sensibilité par rapport à la diaspora, voilà. C'est-à-dire que l'histoire de l'homme noir, l'histoire de l'Africain à travers voilà, l'esclavage, la colonisation, et puis le fait que les frères et sœurs sont dispersés à travers le monde. Et ça, on se connaissait pas comme ça spécialement, mais je suivais quelquefois ces émissions, et puis je voyais que voilà, on avait à peu près les mêmes approches. Bon, au fond, c'est ça, la discussion que nous devons avoir, c'est de dire que faut rien attendre de la France, parce que justement, ça fait tellement longtemps que elle a mis son système en place et qu'elle n'entend pas changer d'un iota. Il faut bien le comprendre. Et moi, le combat que je mène aujourd'hui, c'est ça, c'est de dire, de demander aux autres frères et sœurs, il faut réfléchir, hein, de pouvoir... J'aime beaucoup l'expression qu'elle a utilisée, la sœur Nathalie Yamb, quand elle était en Russie, où elle a dit, souffrez que pendant 10 ans, on fasse le break. C'est-à-dire qu'on ne puisse pas avoir affaire à vous. Ah, c'est énorme. Ah ben oui, moi je rêve de ça. Pourquoi? Parce que je dis, c'est obligatoire. C'est obligatoire. C'est absolu. Je vous donne l'expérience des Chinois. Mais les Chinois, longtemps, rappelez-vous, c'était un monde fermé. Voyez-vous? Alors on dira toujours oui, mais c'est pas la même époque. Mais si, c'est nécessaire compte tenu du mal que la France a fait aux Africains et qu'elle continue de faire et qu'elle entend perpétuer. Elle l'entend perpétuer parce que c'est ancré dans leur philosophie, dans leur façon de vivre. C'est pour eux, l'homme noir doit être esclave jusqu'à la fin de ses jours. C'est vraiment propre à la France. Donc, je me répète ça. Bon, je veux pas me lasser, hein, parce que je dis que quand on est dans la vérité, on ne doit pas raser les murs. C'est ceux qui sont dans le mensonge qui doivent se cacher et la fermer. Voilà. Bon, donc ce que je disais, c'est
l'intervention du frère Amobé là-bas à l'Élysée, où justement il était, comment dire, dans une situation comme ça de doléance. Et puis j'ai dit, mais non, mais non. J'ai fait une vidéo à l'époque, hein, voilà, il faudrait les retrouver dans les archives maintenant, où j'ai dénoncé tous ceux qui étaient là-bas, lui entre autres, à l'Élysée. J'ai dit non, il faut boycotter. Il faut adapter maintenant notre logiciel sur le fait que définitivement, il faut comprendre qu'ils ne changeront pas l'oligarchie française sur la manière, les rapports qu'ils ont avec les Africains. Les Noirs, voilà. Hein, les Noirs en général et les Africains en particulier. C'est clair pour moi. Et quand je dis pour moi, je ne suis pas le seul. Et heureusement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a d'autres frères, par contre, qui sont dans l'aliénation complète. Hein. Bon, alors là, le pompon, je me rappelle toujours mon cheval de bataille, c'est la zone CFA. Parce qu'eux, il faut leur donner le prix. Hein. Ils ont le prix. Hein. Tous les 15, là. Les 15. Et puis, ce qui me fait mal au cœur, hein, vraiment, ça me fait mal au cœur, c'est Guinée équatoriale et puis Guinée-Bissau. Pourquoi? Mais parce que je dis, comment ça se fait que les mecs qui sont colonisés par les Portugais, d'une part pour Guinée-Bissau, colonisés par les Espagnols, Guinée équatoriale avec le président Obiang, comment ça se fait que vous avez réussi à être... Les Français, ils ont réussi à vous récupérer ça? Alors là, ça me met hors de moi quand j'y pense, parce que je me dis, les francophones, bon, eux, on a l'habitude, voilà. Hein? Parce que c'est l'enclos. Mais par contre, vous avez été colonisé par les autres. Comment ça se fait? Les frères qui sont avertis, dites-moi comment ça se fait. Quand est-ce qu'il y a eu lieu ce basculement? C'est ça, ma préoccupation. Ben oui. Parce que je dis même d'ailleurs, si ça dépendait que de la France, je vous dis, la France, elle prendrait toute l'Afrique. La preuve, regardez, les bases militaires françaises en Afrique. Je crois que c'est le pays qui a le plus de bases militaires en Afrique que les autres. Les Anglais, les Américains, ils sont en concurrence avec les Américains d'ailleurs. Puis les Chinois, maintenant, eux, viennent en... Ben, il n'y a pas de raison. Puis là, comme je dis toujours, la nature a horreur du vide. Il appartient aux Africains de se libérer. Personne ne viendra libérer l'Afrique à notre place. C'est pas possible. Donc le combat que nous avons amené maintenant, sans tourner autour du pot, ce sont les Macky Sall, ce sont les Alassane Ouattara, hein, les Sassou Nguesso, Paul Biya, tous les dictateurs là, ce sont eux. Bon, alors c'est pas nouveau ce que je dis là, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné maintenant, il va falloir accélérer parce qu'on a assez de recul. Mais oui. Hein, et que les frères qui veulent perdre notre temps, moi j'ai pas le temps. Tu es de bonne foi, je veux bien. Tu as de bonne foi. Mais quand tu es de mauvaise foi, j'ai pas le temps. Va voir ailleurs. N'importe quoi. Hein? On va être du factuel. On dépose des arguments sur la table. Vas-y, dis-moi. Est-ce que tu penses que la France n'a pas fait assez de mal à l'Afrique comme ça depuis des siècles et elle continue, elle n'entend pas changer d'un iota? Il faut bien le comprendre. Moi, je vis ici depuis 39 ans, je peux vous dire, c'est en connaissance de cause. Mais évidemment. Donc, les choses sont claires. Hein? Le frère est parti très tôt, hein, Alain Amobé Mévégué, très tôt. Franchement, là justement, je porte ça pour lui rendre hommage. Bon, j'ai porté ça déjà tout le temps, mais je veux dire que là, aujourd'hui, j'ai fait exprès parce qu'il était quelqu'un de très vraiment africain sur les plateaux. Et d'ailleurs, c'était ça la difficulté, parce qu'au fond, vous voyez dans les médias français, vous avez beaucoup de Camerounais. Ah ben c'est impressionnant. Et puis ils ont des émissions qui sont très écoutées. Là, Foka sur RFI depuis des décennies. Comment elle s'appelle l'autre dame qui a interrogé récemment le président Gbagbo. D'ailleurs, j'ai appris qu'il est allé rendre visite au président Gbagbo, figurez-vous. Or ça, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, je parle des gens du showbiz. En tout cas, il faudrait vérifier. Voilà. Parce que ça, il faut le faire. Or, ça démontre en fait justement son africanisme. C'est-à-dire qu'au fond, le président Gbagbo a été victime de cette mafia là, internationale, voilà, qu'il a enlevé au pouvoir pour mettre M. Ouattara. Parce que c'est lui qui fait bien leur affaire. Alors, pourquoi on veut... C'est pas la peine de mettre la tête sous la couette, hein, ou tourner autour du pot. Hein. Non. C'est fini. On a l'heure d'Internet, il faut vivre avec son temps. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, et c'est la meilleure façon pour que nous puissions avancer, évidemment. Vous voyez? Donc, ce garçon était vraiment beaucoup d'énergie, et puis il bougeait partout, hein, dans les Caraïbes, en Amérique, et puis j'ai même appris qu'il a reçu un prix à l'époque décerné par l'UNESCO par rapport à son expérience, par rapport à ses œuvres et tout ça, ce qu'il a réalisé. Il est extraordinaire. Vous voyez? Donc, je ne pouvais pas m'empêcher de faire un truc, surtout que j'ai pu le rencontrer. Je vous dis, voilà, c'est les hasards de la vie aussi. Hein. Oui, parce que si j'habitais, j'allais dire, je sais pas moi, même lui, comme il voyage beaucoup, donc, mais en tous les cas, la probabilité était moindre. Mais habiter Paris, voilà, donc, il y a beaucoup plus de chances. Hein, c'est ça, donc les hasards de la vie. Donc voilà, hein, c'est ce que je voulais dire pour saluer la mémoire de ce frère, hein, panafricain, hein, parce que, et puis même au-delà le panafricanisme, c'est vraiment la diaspora. Hein, il était préoccupé par les frères qui étaient... Moi, c'est ça ma préoccupation, naturellement. C'est-à-dire que dès que tu es noir, quel que soit l'endroit où tu te trouves, que tu sois à Cuba, que tu sois en Colombie, que tu sois au Venezuela, que tu sois, que dis-je encore, hein, dans les Caraïbes, c'est-à-dire Martinique, Guadeloupe, La Réunion, Maurice, l'île Maurice, qu'est-ce qu'il y a encore, la Guyane, même en Nouvelle-Calédonie, tout ça, ça m'intéresse. Vous voyez, Haïti, oh, Haïti chérie, naturellement, vous voyez. Donc, tous les Noirs du monde entier sont mes frères, naturellement.
naturellement. Donc je suis très sensible à leurs conditions de vie. C'est ça dont il s'agit. Et je pense que le frère Alain Mévégué, il était dans la même disposition, naturellement. Sauf que, je vous dis, ce qui m'embêtait chez eux, embêtait lui, et puis il n'est pas le seul, hein, tous les frères, je dis les frères justement qui travaillent dans les médias français, c'est qu'ils ont les culs entre deux chaises. Ben oui, parce que quand tu travailles en Angleterre, c'est-à-dire aux États-Unis, c'est-à-dire voilà, qu'il y a une culture, je vous dis, différente, totalement différente de la France, et bien là, je demande à t'écouter. Mais tous ceux qui travaillent dans non, parce que les Français, regardez même comment ils considèrent le français, j'allais dire, blanc, c'est-à-dire l'écoderme. Hein? Ils le méprisent à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Regardez le traitement qui a été infligé aux Gilets jaunes. Regardez le traitement même qui a infligé là, comment dire, aux gens qui manifestent, qui sont même encore beaucoup plus globaux, plus général que les Gilets jaunes. Eh bien regardez, ça fait des semaines et des semaines, 7, 8 semaines de manifestation et le mépris est tellement fort. Alors que normalement, si on était réellement en démocratie, on arrête tout, évidemment. Parce que ce qui est drôle, quand je dis drôle, il faut mettre ça en guillemets aussi, c'est qu'il y a des gens qui ont le culot d'aller manifester en disant qu'eux, ils sont pro les mesures qui ont été mises en place par le gouvernement, à savoir le pass sanitaire et puis l'obligation vaccinale. Mais quand tu regardes ces gens-là, ils ne sont pas nombreux. Voyez-vous? Et c'est là où je dis, mais non, mais n'importe quoi. Là, pour le coup, quand on parle de ridicule ne tue pas, mais c'est évident. Et c'est même pour ça qu'on perd du temps. Parce que si le ridicule tue, on allait gagner du temps. Mais bien entendu. Parce que les gens qui sont, pour dire quoi, nous ne sommes pas contre les vaccins. Parce qu'ils ont fait leurs preuves dans le passé. Mais ça dépend. Là, ce qui est là mis en place, c'est pas la même chose que les vaccins du passé. C'est dans la discussion. Et puis dire quoi? Dire que le pass sanitaire, là, la démocratie, on tourne la page de la démocratie, là. Mais bien entendu. Vous voyez? Donc il n'y a pas de débat entre des gens sérieux, entre des gens qui sont des sachants, des vrais, hein, pas des pseudos là, qui viennent, qui n'ont même pas fait une première année à l'école d'infirmière. Et ils viennent, mec, pour chercher à ridiculiser des gens qui ont 20 ans, hein, un bagage très fort en sciences, hein, en virologie. Des gens très brillants. Je cite évidemment le professeur Raoult à Marseille ou le professeur Perron, hein, en région parisienne, dans le 92. Vous voyez, des gens très très brillants qui, avant même l'avènement du Covid-19 et tout ça, ils étaient des gens qui ont reçu tous les prix. Et comme par hasard, non mais voilà, j'arrête là. Bon, donc au fond, c'est vraiment la réflexion que nous devons avoir aujourd'hui, c'est ça. C'est de dire que la France, elle, dans sa philosophie de vie, je vous dis l'oligarchie, hein, j'entends bien, l'oligarchie, la classe dirigeante, l'homme noir, de manière générale, et l'Africain en particulier, doit être esclave jusqu'à la fin de ses jours. Chers frères et sœurs, réfléchissons là-dessus et maintenant prenons les dispositions nécessaires. Parce qu'on a assez de recul. Donc qu'est-ce que vous voulez d'autre, hein? Il y en a qui vont passer tout leur temps à espérer. Et puis il y en a d'autres qui jouent les petits malins. C'est-à-dire qu'en fait, ils disent, oui, bon, je vais placer mon pion. Évidemment, là, on la joue vraiment individuelle et puis on la joue vraiment au balai. Hein, j'allais dire, râlez pas crête. Voilà. C'est-à-dire qu'au fond, ça ne vole pas haut. Hein, ça pense qu'à sa petite gueule et tout, mais non, mais tu vas avancer où avec ça? Faut pas s'étonner. Voilà. Et on est toujours amené un jour ou l'autre à partir, naturellement. Hein? Mais tant qu'on est là, il faut rendre service à la communauté, il faut rendre service à l'Afrique, à la diaspora, aux Africains, parce qu'ils le méritent. Mais bien entendu. Merci à vous tous pour votre attention, on ne lâchera rien. Évidemment. Et puis, que son âme repose en paix. Alain Mévégué, le frère. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention et à très bientôt. Merci bien.